Rebonjour à tous, donc pour la suite et la fin de ce chapitre 6b, enfin plutôt la fin du remplissage, enfin de combler les manques, je ne sais pas comment on pourrait le dire, puisqu'il nous manquait donc encore le 3-2 et le 3-3 d'ailleurs, et qu'en fait le 4 nous l'avons déjà traité, c'est pour ça que je parle bien de combler. J'avais déjà expliqué pourquoi je ne reviens pas là-dessus, mais donc on en était là. Voilà. Et donc, on venait justement de définir ce qu'on appelait une fonction de classe CK, enfin redéfinir en l'occurrence, puisqu'on en avait déjà un petit peu parlé auparavant. On a vu aussi ce qu'était la classe C infinie, on a démontré des choses, on était revenu aussi sur le lien entre dérivée et sens de variation. Donc, bon, tout ça, c'est dans la vidéo précédente. Et donc là, j'en suis aux opérations sur les fonctions dont on sait déjà qu'elles sont de classe CK. Qu'est-ce qu'il advient des fonctions issues d'opérations entre elles? On va voir que en fait, c'est très similaire à ce qu'on sait déjà sur les fonctions dérivables et sur les fonctions de classe C1. Ça se généralise très bien. Peut-être qu'on aura quand même un peu plus de difficultés à calculer les dérivées km de produits. Parce qu'on a déjà vu que pour la première dérivée, la formule U fois V, elle n'est pas c'est pas l'évidence naturelle. Et pareil pour U sur V, bien sûr. Et donc forcément, quand on passe à des dérivées Km, ça se complique encore et on va retrouver la formule de Leibniz dont on avait déjà parlé pour elle aussi, c'était déjà le cas, en début d'année sans forcément mettre tout le formalisme. Donc déjà les combinaisons linéaires, bon là pour le coup c'est la partie qui ne nous pose pas problème. De la même manière que pour les dérivées premières, si f et g sont de classe ck sur un intervalle, alors alpha f plus bêta g, quel que soit le alpha et le bêta réel, est également de classe ck sur i, enfin sur le même intervalle. Et en plus, la dérivée km, elle est toute simple. On linéarise en fait. La dérivée a donc cette particularité d'être linéaire. Donc on a alpha fkm plus bêta gkm. Donc vraiment pas de difficulté particulière. Je ne fais pas spécialement d'exemple, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, donc pour le produit, c'est là où c'est un petit peu plus croustillant parce que justement, comme je disais, on le voit déjà pour fg', puisque ça fait f'g plus fg'. On voit déjà que ça ne fait pas juste f'g'. Donc on a un petit souci ici de naturel. C'est pas naturel. Et justement, pour la dérivée km, on l'avait vu, c'est très très proche du binôme de Newton, sauf que là, on est dans un cadre de fonction et de dérivation, donc c'est pas non plus la même chose. Mais en termes de moyens mnémotechniques, du coup, c'est pas si difficile que ça à retenir. On récupère donc la formule de Leibniz, dont on pourrait faire la preuve, justement, une preuve très similaire à celle qu'on a pour le binôme de Newton. On utilise exactement le même principe et les mêmes arguments. Que je ne referai pas donc ici puisque on n'en a pas forcément le temps, mais je vous engage à essayer, à reprendre éventuellement si besoin celle qu'on avait faite pour le binôme de Newton qui vous donnera toutes les clés. Donc, formule de Leibniz qui du coup va vous servir quand vous devez calculer la dérivée km d'un produit de fonction. Et donc justement, ça amène quand même quelques exemples. Alors on en avait déjà fait ça aussi en début d'année, donc n'hésitez pas. J'espère juste que je ne fais pas les mêmes. Je vous avoue que je ne me souviens pas vraiment des exemples que j'avais choisis. Donc si jamais il y en a un en commun, toutes mes excuses par avance. Mais sinon, ça ne pourra justement qu'augmenter le nombre de vos exemples et donc de vos entraînements. N'hésitez pas à retourner voir les exemples qu'on avait faits. Alors, donc moi là, je vais en traiter deux avec vous. Un peu plus sympa que l'autre parce qu'en fait il y a un des deux cas dans lequel on va pouvoir vraiment avoir un résultat calculé à la fin, alors qu'il y en a un, ce sera le premier d'ailleurs, où on va arriver à simplifier l'expression de la dérivée km, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un vrai calcul, on va garder une somme, et donc ce ne sera pas forcément magnifique pour autant, mais néanmoins c'est intéressant de voir cette application. Donc on considère la fonction, alors je vais l'appeler h parce que f et g ce sera déjà pris après, h qui a x associe 1 sur x exponentielle x, qui est donc défini sur R étoile. Et on veut déterminer donc h km
pour tout cas, bien sûr, entier positif. Donc, on commence par remarquer justement que h de x, c'est bien le produit de... je vais prendre f en premier. F de x fois g de x. Avec justement la fonction f qui ne serait rien d'autre que la fonction inverse. Donc de classe ck. Alors j'ai pas dit, mais bien sûr, donc on pose un k entier. Hein. Donc de classe ck sur r étoile. Alors dans les propositions, nous serait plutôt sur des intervalles, hein, parce qu'r étoile n'est pas un intervalle, c'est une réunion d'intervalles. Mais bien sûr, après, libre à nous, si vraiment on veut rentrer dans cette rigueur-là, d'appliquer ce qu'on est en train de faire, d'abord sur 0 plus infini ouvert, et ensuite sur vraiment l'infini 0 ouvert, qui serait donc pour le coup 2 intervalles. Donc je disais f, ok, et g, qui serait donc justement l'autre, c'est-à-dire exponentielle, qui est évidemment de classe ck aussi, sur r, donc en particulier sur r étoile. Ce qui veut dire que déjà, dans un premier temps, on peut affirmer que h est de classe ck sur r étoile. Déjà, c'est une première chose importante. Donc ça veut dire qu'elle est k fois dérivable avec sa dérivée km continue. Et quel que soit k. Donc en réalité, elle est même, c'est infini, cette fonction. Bon, nous, ce qu'on voudrait, donc, c'est avoir la dérivée km. Alors, déjà, soit x appartenant à r étoile. Voilà. Et donc hkm de x, ce serait égal à fgkm de x. Et donc justement, si on applique la formule de Leibniz, ce serait égal à la somme. Alors je vais éviter de prendre k puisque c'est déjà pris, pardon. Pour i allant de 0 jusqu'à k, justement, des i parmi k, f im. Je suis juste en train de regarder si c'est bien les mêmes notations, c'est bon. Histoire que je vous embrouille pas davantage, parce qu'il y a déjà assez de lettres et assez de sources de confusion comme ça. G, k moins im de x. Donc, moi, déjà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que ça me semble naturel, mais j'espère que tout le monde a bien compris que justement, la similarité avec le binôme de Newton, elle se fait parce qu'on a la fameuse combinaison, et en plus, donc, on a l'ordre des dérivés, comme les puissances dans le binôme de Newton, qui, telles que quand je les additionne, donnent k à chaque fois, et pour tous les k. Voilà, i plus k moins i, ça fait bien k. Donc on arrive à reconstituer la formule comme ça. Bon, je referme cette parenthèse. Donc ici, ça donnerait ça, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin déjà des dérivées im ou km ou inem, enfin vous appelez comme vous voulez, de toutes les dérivées successives de la fonction f et de la fonction g. Bon, la fonction g, c'est la fonction exponentielle, elle ne va pas beaucoup nous résister, celle-là. En revanche, pour la fonction inverse, ce n'est pas très difficile, mais il faut quand même aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc, alors, f' de x, jusque-là, ok, moins 1 sur x carré. F seconde de x, bon, on y arrive toujours assez facilement. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vous laisse la réflexion et le calcul, bien sûr, à votre charge. Mais n'hésitez pas, évidemment, à me demander comment je fais le calcul. Mais en gros, vous faites soit du 1 sur u, ou 1 sur v, je ne sais pas comment vous l'appelez cette formule, ou soit du u sur v, mais bon. Soit vous connaissez, parce que en fait, elle fait partie d'un certain nombre de formulaires. Je ne sais plus si je l'ai donnée écrite comme ça, peut-être, sûrement même. 1 sur x puissance n, justement, qui fonctionne très bien ici, puisque c'est exactement ce qu'on a. Voilà, ou bien même encore u' sur u puissance n, celle-là je suis sûre que je l'ai donnée, qui marche très bien. Donc on récupère f seconde de x égale à 2 sur x au cube, on récupère aussi f troisième de x égale à moins 6 x puissance 4, puisque c'est 2 fois la dérivée de 1 sur x au cube, donc 2 fois moins 3 sur x puissance 4.
Donc moins n sur x puissance n plus 1, hein, pour ceux qui n'auraient pas, reconnu. Enfin, plus exactement, parce qu'il y a un moins 1, il y a le moins qui s'alterne. Donc, c'est moins 1 puissance n, oui, c'est ça. Moins 1 puissance n fois n sur x puissance n plus 1. Voilà. Et sauf qu'à chaque fois, ça se remultiplie, bien sûr, par le coefficient qu'on avait sur la précédente dérivée. Bref, donc j'arrive à ça. Allez, soyons fous. Je vais faire aussi la quatrième. Donc là, cette fois-ci, j'ai moins 6 multiplié par la dérivée de 1 sur x puissance 4. C'est-à-dire moins 6 fois moins 4, donc 24 sur x puissance 5. Voilà. Et donc là, justement, la formule que je vous ai donnée, c'est celle qui apparaît quand on fait les calculs. Parce que soit vous la connaissez déjà, cette formule, soit non. Donc là, on va la voir apparaître, sauf que c'est pas un 1 sur x puissance n qu'on dérive à la, une seule fois, c'est 1 sur x qu'on a dérivé n fois. Donc en réalité, c'est pas tout à fait cette formule-là, même si à chaque nouvelle dérivée, c'est celle qu'on applique. Mais si je veux passer directement de f à f seconde, ou de f à f troisième, ou de f à f quatrième, ça va être encore une autre formule. Et c'est ça justement qu'on essaie de déduire. Pour tout n, donc on va l'écrire comme ça, appartenant à n, du coup il semblerait que f énième de x soit égal à... Alors on a le moins qui alterne, on a du moins quand on a un ordre de dérivation impair, donc moins 1 puissance n. Et on s'aperçoit que le nombre qui est à côté, c'est 1, 2, 6, 24, qui fait quand même clairement allusion au factoriel. Donc pour la prime, j'ai 1 factoriel, pour la seconde, j'ai 2 factoriels, pour la troisième, j'ai 6, donc 3 factoriels, etc. Donc on tombe pile poil sur n factoriel, sur x à la puissance n plus 1. Voilà. Alors là aussi, je ne fais pas la démonstration vraiment rigoureuse, mais ce ne serait pas si difficile, hein. Il suffit de faire une démonstration par récurrence. Ça se fait très bien sur n, bien sûr. Vraiment, pour n qui vaut 0, d'ailleurs pour n qui vaut 0, est-ce qu'elle est... Oui, c'est bon, on retombe sur 1 sur x, donc on retombe sur la fonction qui n'est pas dérivée, donc ça fonctionne bien. Et après, fn plus unième, il suffit de dériver f énième, donc si vous avez déjà supposé la formule sur f énième, après ça tombe tout seul. Voilà, donc vous pouvez le faire par récurrence, démontrer cette formule. Et ensuite, donc pour g, comme je disais, comme g c'est exponentiel, quel que soit n appartenant à n, on a g énième de x qui est égal à elle-même, c'est-à-dire à e de x. Donc ça, pas besoin pour le coup de démonstration. Ça paraît quand même assez naturel. Voilà, donc on a ce qu'il faut pour maintenant injecter dans notre formule de Leibniz les formules de dérivation. Donc ça veut dire que notre formule de Leibniz, ça donnerait la somme pour i allant de 0 jusqu'à k des i parmi k. Alors si j'écris fième, pardon, ici, donc ce serait moins 1 à la puissance i fois i factoriel sur x puissance i plus 1, c'est ça, fois l'exponentielle qui est égale à elle-même, voilà. Ensuite, donc l'exponentielle, je peux la factoriser dans la somme, et le sur x aussi. Et donc il me reste finalement dans la somme vraiment i parmi k moins 1 à la puissance i factorielle sur x puissance i. Ça pour le coup, tout ce beau monde dépend de i, donc je ne vais pas pouvoir le factoriser et entre guillemets le sortir de la somme, comme beaucoup d'entre vous disent. Donc maintenant, tout ce que je peux faire, c'est simplifier légèrement, mais c'est comme je l'ai annoncé, on ne va pas avoir quelque chose de magique, hein, on a juste une formule applicable, disons, mais qui va être difficile à appliquer dès que k va être grand, hein, donc c'est pas magique. Mais quand même, bon, on essaie de simplifier au maximum, donc là j'ai k, pardon. Le i parmi k, justement, on va l'écrire avec les factoriels, donc k factoriel sur i factoriel, facteur de k moins i factoriel. Et justement, comme j'avais un i factoriel, ça me permet d'en enlever un. Voilà. Et donc, on récupère ce qu'on a de mieux. Donc, e de x sur x,
somme de i allant de 0 jusqu'à k, de k factoriel sur k moins i factoriel, fois moins 1 à la puissance i, et le tout fois 1 sur x puissance i. Voilà. Donc après, bah forcément, alors quand k vaut 2, c'est encore assez simple à calculer. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de dérivée. Il faut juste calculer, faut mettre la somme en forme sous forme d'extension pour arriver à calculer réellement une dérivée. Voilà. Mais bon, ça reste faisable. Donc pour k égale 2, franchement, c'est encore assez simple. K égale même 3, 4. Et puis après, bon, ça commence à être long parce que chaque valeur de k va donner un terme dans la somme. Donc forcément, c'est assez long. Mais c'est quand même plus simple que ce qu'on avait au départ qui n'était pas calculable en fait. Hein. Soyons clairs. Bon, voilà. Donc pour un premier exemple, c'est déjà pas mal. Et ensuite, un deuxième exemple qui n'est pas plus difficile, mais légèrement plus intéressant, puisque pour le coup, on va réussir à la fin à ne plus avoir de sigma. Mais parce que vous allez voir qu'on a une des deux fonctions qui est particulière et qui est particulièrement sympathique en fait. Donc, mon deuxième exemple, et je me demande justement si celui-là, je ne l'ai pas déjà fait avec vous, mais bon, ça fera de mal à personne de toute manière. Donc, si je prends x carré de x, c'est un grand classique en fait, hein, c'est pour ça que je dis ça. Bon, on va laisser infini sur R. Je ne vous demande pas de remontrer pourquoi. C'est le produit donc, de deux fonctions, c'est infini. Enfin, elle a vraiment toutes les régularités possibles, cette fonction. En revanche, ce qu'on voudrait calculer, c'est pour tout n, donc f énième de x. Voilà, donc la dérivée énième. Donc, même principe. On a donc f qui s'écrit, enfin, donc f de x qui s'écrit g de x, enfin, ouais, là c'est vrai qu'elle s'appelait f, bon tant pis, je vais me tréminer du g et du h, à moins qu'on soit malin et qu'on rebaptise celle-là h, ça sera peut-être mieux, donc voilà, elle devient h, on n'a rien vu, et là, du coup, on a h aussi. Donc du coup, h ce serait f de x fois g de x, avec donc f qui a x associe x au carré, qui va avoir des dérivées successives particulièrement sympathiques puisqu'elles s'annulent à partir de la dérivée troisième, et g qui est l'exponentielle qui a donc elle aussi des dérivées successives plutôt sympathiques. Voilà, donc justement, donc là je ne réexplique pas pourquoi les cas c'est infini, hein, parce que comme je disais, je l'ai déjà admis dans l'énoncé. F énième, donc quel que soit n appartenant à n. Alors, comment on va écrire ça, on va quand même on va le détailler. Pardon, hein, j'ai un blanc parce que je réfléchissais, parce qu'en fait il y avait aussi une autre manière de faire. Bon, on va le faire, comme ça aussi avec la formule de Leibniz et on parlera après de ce qu'on aurait pu faire aussi. Donc voilà, soyons clairs, quel que soit n appartenant aux entiers, donc on a g énième de x qui est égal à elle-même, donc à e de x, bon, ça c'est bon. Et on a f énième de x qui, elle, va valoir, alors, donc, bon, x carré si n égale à 0, bien sûr, 2x si n égale 1, 2 si n égale 2, et 0 si n est supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, avec ça, on peut écrire notre binôme, notre formule de Leibniz. Donc ainsi, h énième de x égale, alors, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n, f km de x fois g n moins km de x. Voilà. Ça, on sait que c'est toujours exponentielle x. Et elle, on sait qu'elle s'annule pour k supérieur ou égal à 3. Donc finalement, il ne va nous rester que 3 termes. Celui pour k égale 0, celui pour k égale 1, celui pour k égale 2. Donc il va nous rester, donc alors, 0 parmi n, f de x et... oui, c'est ça. G énième, mais en fait, G énième, c'est elle-même. Donc,
alors, x carré, enfin je sais pas si je vous ai écrit tout. Bon, allez, j'écris tout. Donc E de x plus 1 parmi n, f' de x, E de x toujours. Vous avez bien compris que les dérivés de g sont toujours les mêmes, hein, c'est pour ça que je ne précise pas à quel ordre de dérivation on est. Et 2 parmi n, f seconde de x, E de x. Ce qui veut dire que, alors, sachant que ça vaut toujours 1, que ça vaut toujours n, que ça vaut toujours n fois n-1 sur 2. Et que, donc, f c'est x carré, que f' c'est 2x, que f seconde c'est 2. Et bien du coup, il va me rester, si je mets e de x en facteur, ici donc x au carré plus n, donc 2nx en fait, plus n-1 sur 2 fois 2 e de x, enfin pardon, e de x j'ai déjà mis en facteur, fois 2. Voilà. Je suis juste en train de me demander, non c'est bon. Oui, c'est ça, d'accord. Et non, parce que je vérifie en même temps. Ok, donc on est bon. Et du coup, le fois 2, et donc il me reste x au carré plus 2nx plus nn-1, le tout e de x. Voilà. Donc, pardon, hein, j'ai un peu ralenti la cadence, mais parce que en même temps, je vérifie que c'est bon. Donc, on est bon dans les calculs, on est OK. Voilà, donc là, c'est vraiment une manière de faire, disons, classique, surtout qu'on a des dérivés vraiment sympas, donc passer par Leibniz, c'est quand même naturel. On aurait pu aussi, c'est de ça dont je réfléchissais à discuter là depuis tout à l'heure, le faire par récurrence. On aurait pu en fait se rendre compte en calculant des dérivés de h, donc h', h seconde, se rendre compte de la formule justement qu'il allait sortir, et ensuite la démontrer par récurrence. C'est une autre manière de trouver des dérivés KM, et d'autant plus quand on a un peu de mal à appliquer Leibniz, alors là c'est pas forcément le cas. Donc voilà, parfois justement on essaie d'avoir une... Enfin vous avez l'habitude, hein, quand on va appliquer la récurrence, c'est toujours dans ces cas-là, quand on essaie d'avoir une conjecture et de démontrer pardon, quelque chose qui a déjà été conjecturé, une formule en général, qui en plus va dépendre d'un anti-n. Et là on est exactement dans ce cas-là. Donc on pouvait aussi le faire par récurrence. Voilà. Si jamais ça en intéresse, n'hésitez pas à me demander. C'est assez classique. On en verra sûrement dans le TD comme ça, où on n'ose pas, ou bien c'est carrément précisé dans l'énoncé, on n'ose pas forcément aller chercher Leibniz. Et parfois, donc comme je disais, c'est l'énoncé qui nous dit de faire par récurrence. Donc bon, de toute façon, ça va le faire pour calculer donc des dérivés énièmes, des dérivés KIM. Voilà, bon, je pense que ça permet quand même de se remémorer un petit peu ce qu'est Leibniz et comment ça s'applique. Après, j'ai pas énormément de choses à dire. Il y a peut-être un exemple dans le 3.3, mais je crois que c'est tout. Parce que finalement, dans le 3.2, après, on retrouve les grands classiques que j'ai décidé de ne pas démontrer, parce qu'on a déjà quand même démontré beaucoup de choses sur tout ça. Alors, pas pour les classes CK, mais bon, pour les classes CK, ça ne fait que compliquer évidemment la rédaction de notre preuve, sans pour autant apporter un raisonnement de preuve spécialement intéressant, donc j'ai passé. Donc sur la composition, bon, rien de spécial, on a f et g avec les bons ensembles, c'est-à-dire que f de i doit être inclus dans j pour pouvoir composer f par g, donc faire g rond f. Et donc si f et g étaient elles-mêmes des classes CK sur leurs intervalles respectifs qui remplissent les bonnes conditions, alors g rond f est bien elle aussi de classe CK sur intervalle de départ, c'est-à-dire sur i. Voilà. Donc à partir du moment où on travaille avec des fonctions de référence dont on sait déjà qu'elles sont de classe CK, par composé, on peut déduire que juste avec de la rédaction que d'autres fonctions vont être de classe CK. Pareil pour l'inverse, donc si on prend une fonction de classe CK sur i, si f ne s'annule pas sur i, alors 1 sur f est de classe CK sur i. Donc autrement dit, 1 sur f va être de classe CK sur son ensemble de définitions à partir du moment où f est de classe CK.
Donc ça, vraiment, en fait, il faut juste vous souvenir qu'il y a une extension de ce qu'on a vu sur la dérivabilité, notamment aux fonctions de classe CK, mais on retrouve en fait les mêmes règles sur les opérations, à peu près. Et bijection réciproque, bon ça aussi on en avait déjà parlé, sauf que là on va un peu plus loin, on va jusqu'à la classe CK. Donc là on part d'une fonction qui n'est pas seulement de classe C1, qui n'est pas seulement dérivable ou pas seulement continue, parce qu'on a passé tous les cas en revue. Hein, je ne sais pas si vous avez bien pris conscience de tout ça, c'est normal si ce n'est pas le cas, puisqu'il faut un certain recul. En fait on a d'abord parlé, d'ailleurs on avait même parlé d'abord sans continuité, voir un peu ce que ça donnait cette bijection. Qu'est-ce que la bijection conservait comme propriété. Après, on en a parlé quand la fonction de départ est continue. Ensuite, on en a parlé quand la fonction de départ est dérivable, quand la fonction de départ est de classe C1. Et donc là, justement, on généralise au max quand la fonction de départ est de classe CK. On a f' qui ne s'annule pas sur i. Ça, on l'avait vu hein, déjà pour les dérivés simples, enfin pour la dérivabilité simple. Qu'il fallait que f' ne s'annule pas sur i, justement, pour que f-1 pardon, soit dérivable. Donc là, même principe, on suppose que f' ne s'annule pas sur i. On a f qui réalise une bijection de i sur f de i, donc de j égale f de i. Et alors, justement, sa bijection réciproque, f-1, est elle aussi de classe CK sur j. Voilà. f-1', on avait déjà vu, vous n'avez pas de formule à connaître pour f-1 km, hein, donc on n'ira pas jusque-là. Mais ce sera l'occasion pour vous de retourner voir la formule f-1' par exemple. Voilà, donc tout ça fonctionne bien. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, le 3,3, je crois qu'il arrive. Oui, c'est ça. Alors, dans le 3,3, justement, vous voyez, HP, je crois qu'on l'a déjà rencontré dans mes cours, ça veut dire hors programme. Donc en fait, c'est un théorème qui est là vraiment à la périphérie du programme, mais qui n'est finalement que la généralisation de ce qu'on a vu. Donc je me permets de vous le mettre parce que en fait, ça se généralise de façon assez naturelle, même si vous allez voir qu'il est un peu technique à écrire et à lire, le théorème. Voilà, et après, j'ai pris un petit exemple qui ne nécessite pas forcément l'application pure du théorème, mais qui est une illustration de ce thème, on va dire. Voilà. Donc, que nous dit ce théorème? Justement, il va généraliser les prolongements qu'on avait pu voir. On l'avait vu jusqu'à la classe C1 avec notamment le théorème de la limite de la dérivée. Donc là, on fait une extension de tout ça. Donc, on considère une fonction f qui est définie sur i, mais pas forcément en a. On suppose que f est de classe ck, donc justement sur i privé de a. On suppose que les limites de toutes les dérivées jm en a existent et sont finies. Donc c'est important, hein, c'est toutes les dérivées jm avec j inférieur ou égal à k. Et oui, c'est vrai, on appelle Lj cette fameuse limite justement à chaque fois qui existe et qui est finie pour chaque dérivée jm. Et alors ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, elle se prolonge par continuité en A, c'est-à-dire que si elle n'était déjà pas définie en A, si elle n'était pas déjà définie en A, on pose, bon ça on l'a déjà vu tout ça, hein, ça c'est pas nouveau, on pose donc f de A égale à la toute première de nos limites, là la limite de f de x quand x tend vers A du coup, on n'a pas encore dérivé, donc ce sera f de A égale à L0, bon, donc ça c'est bon, c'est le prolongement par continuité classique comme on l'avait vu. Et cette fonction prolongée, c'est-à-dire cette fameuse fonction qui finalement est définie en A, elle va se retrouver pas seulement dérivable de classe C1 comme on avait pu le voir avec les bonnes conditions, là elle va se retrouver carrément de classe CK. Voilà, donc ça fait un prolongement vraiment méga efficace. Et en plus, donc la dérivée jm en A pour chaque j sera cette fameuse limite qu'on aura obtenue quand on aura fait la limite des dérivées successives. Donc c'est vraiment un prolongement, une généralisation du théorème de la limite de la dérivée. Voilà, bon, donc c'est déjà pas mal en soi. Alors évidemment on ne le démontre pas. Et donc le petit exemple qui est en dessous, qui est intéressant parce que c'est encore cette famille de fonctions, on l'a rencontré quelques fois là maintenant. X puissance n fois sinus 1 sur x. On a aussi avec sinus 1 sur x carré, enfin il en existe quelques variantes. Et donc cette fameuse fonction, on l'a déjà étudiée, alors je ne saurais plus vous dire précisément. Il me semble qu'on a fait x carré déjà, on a fait x puissance 3 demi, je crois, en TD. Il y a peut-être même x puissance 5 aussi dans le TD, mais
suis pas sûre qu'on les fait ensemble, je me souviens plus. Et donc là, c'est avec x au cube. Et donc on nous demande justement déjà donc de déterminer, alors plus exactement, déjà de voir si elle se prolonge. Alors on vous le dit pas clairement, mais c'est sous-entendu, tel que la fonction f se prolonge en une fonction de classe ck. Donc c'est que déjà elle va se prolonger tout court par continuité. Et en fait, on nous demande de voir jusqu'à quel cas on peut aller pour qu'elle saute qu'à ck, quoi. Voilà. Donc déjà valider le prolongement par continuité. Donc ça, ce sera C0. Et ensuite, est-ce qu'elle est C1, est-ce qu'elle est C2, est-ce qu'elle est C3? Il y a vraisemblablement un moment où ça va s'arrêter, puisqu'on nous demande justement jusqu'à quel cas maximal on peut aller. Donc c'est cet exemple qui nous reste à traiter pour clore ce chapitre. Donc là, on est dans le 3.3. Et donc, on traite l'exemple du cours, celui qui est déjà écrit dans le cours. Donc on considère alors la fonction f qui à x associe x au cube sinus 1 sur x. Voilà. Alors justement, c'est un type de fonction qu'on a rencontré plein de fois, donc je vais peut-être pas réexpliquer. Qu'elle est justement, elle est C infini de partout sauf en 0. Puisque on a bien la composée, alors je vous le fais à l'oral, hein, la fonction inverse est C infini sur R étoile. Sinus et C infini sur R. Donc quand je compose les deux, pardon, pas de souci, c'est C infini sur R étoile. Et x au cube et C infini sur R, c'est un polynôme, une fonction polynomiale. Donc je multiplie, donc en particulier sur R étoile. Et donc je multiplie deux fonctions qui sont C infini sur R étoile. Et donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que f est C infini sur R étoile. Voilà, ça c'est déjà, c'est un début. Donc en fait, ce qui nous reste à étudier, c'est ce qui se passe en 0. C'est le seul prolongement éventuel qu'on puisse étudier. Donc en 0, pour voir si on peut prolonger déjà, il suffit de calculer la limite de f en 0. Donc ça, là aussi, je ne rédige pas parce que je l'ai déjà fait et à plusieurs reprises puisqu'on avait vu ce type de fonction. En gros, j'ai une fonction x au cube, la fonction cube qui tend vers 0 en 0. Et la fonction sinus de 1 sur x, mais le 1 sur x ne change rien à l'affaire, qui est bornée, qui se balade entre moins 1 et 1. Mais elle est bornée. Et donc j'ai une bornée qui se multiplie par une fonction de limite nulle. Donc ma fonction, en 0, elle tend vers 0. Autrement dit, vers une limite finie. Donc avec ça, appartient à R. Donc avec ça, on peut en déduire que dans un premier temps, f est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale 0. Et c'est justement cette fonction prolongée, f de 0 égale 0. Voilà. Donc f ainsi prolongé est continu sur R. F ainsi prolongé est continue sur R. Donc elle est C0, autrement dit. Ok, bon. Ensuite, donc, comme f est C infini sur R étoile, elle est en particulier dérivable sur R étoile. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va utiliser le théorème de la limite de la dérivée, qui est en fait le théorème qu'on vient de voir là, mais à l'ordre 1, c'est-à-dire pour la dérivée première et pour les fonctions de classe C1, pour déduire des choses sur la classe C1. Donc nous, déjà, comme on veut voir pour k égale 1 ce qui se passe, on va déjà utiliser le théorème de la dérivée, qui est pour le coup est au programme, sur notre fonction f. Et déjà, on va aller répondre à la question, est-ce que f est de classe C1 ou pas? Parce que si elle n'est pas de classe C1, de toute façon, c'est pas la peine de continuer. Et on aura déjà la réponse à la question, k maximale sera égal à 1. À 0, pardon, justement, si elle n'est pas de classe C1. Si elle est de classe C1, eh bien on continuera, on essaiera de voir ce qu'on peut faire de la classe C1 à la classe C2. Alors, donc, justement, f est dérivable sur R étoile, puisqu'elle est C infini sur R étoile, hein, donc pas de souci. Et quel que soit x appartenant à R étoile, et donc on va calculer cette fameuse dérivée. Donc là aussi, c'est un type de dérivée qu'on a calculé plein de fois. Donc
je passe tous les détails, enfin, oui, allez, je vous les écris, mais je les commente pas trop. Donc là, je fais mon u'v plus uv', en gros. Et donc, je récupère 3x carré sinus 1 sur x moins x cos 1 sur x. Voilà. Et donc, rappelez-vous le théorème de la limite de la dérivée, ce qu'il nous disait. Il nous disait, justement, au départ, je prends une fonction qui n'est pas forcément dérivable, n'était même pas forcément d'ailleurs définie. Hein. Donc, on faisait tout d'un coup. Bon, là, on est en train d'appliquer petit à petit. Donc, disons qu'elle n'est pas forcément dérivable en 0, mais on calcule donc sa dérivée ailleurs, enfin partout ailleurs, et ensuite on fait tendre x vers 0. Si cette dérivée a une limite en 0 qui est finie, alors le taux d'accroissement a la même limite. Autrement dit, la fonction sera dérivable en 0, enfin en a, là où on l'a fait, donc là ici en 0. Donc il nous faut la limite de f' quand x tend vers 0. Alors, là ce qui se passe, c'est que si on regarde bien, donc là aussi je vais peut-être pas tout rédiger, on a cette fonction qui tend vers 0, cette fonction qui est bornée. Donc tout ça par le même argument que tout à l'heure, ça va tendre vers 0. Ça tend vers 0, ça c'est borné. Donc pareil, ça va tendre vers 0. Voilà. Donc autrement dit, tout ça pour dire que cette fonction, quand x tend vers 0, elle tend vers 0. Autrement dit, elle a une limite finie. Donc le taux d'accroissement de f en 0 aussi, et cette limite c'est 0. Donc f' est dérivable en 0, et f' de 0 vaut 0. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Ah oui, et même plus fort que ça, pardon. Donc f est dérivable en 0, f' de 0 vaut 0, et en plus, du coup, je récupère une fonction f' qui est continue en 0, puisque là, on a clairement f' qui se prolonge en fait en 0, hein, en gros, c'est ça qu'on fait, puisque f' de x, quand x tend vers 0, a une limite nulle. Voilà. Donc on récupère tout d'un coup, c'est exactement ce que dit le théorème de la limite de la dérivée. Donc là, on peut en déduire que cette limite est finie, existe et est finie. Donc, d'après le théorème de la limite de la dérivée, j'essaie de ne pas vous mettre trop de tartines de rédaction, mais bon, il y a des choses qu'il faut dire quand même. Hein. Donc, de la limite de la dérivée, donc f est de classe, enfin, alors je vais tout vous écrire quand même là, donc est dérivable en 0 avec f' de 0 égale à 0, et en plus, et f' est continu en 0. Autrement dit, comme f' était déjà continu partout ailleurs, ce qui revient à dire que f est de classe C1, que f est de classe C1, donc pas seulement sur R étoile, mais sur R. F prolongé, hein, toujours, bien sûr. Donc f est de classe C1 sur R. Bon, donc K, il vaut moins 1, la réponse à notre question. Donc il faut continuer, malheureusement pour nous et pour vous, il faut continuer. F est 2 fois dérivable sur R étoile, puisqu'elle était de classe C infini sur R étoile, donc on va pouvoir dériver une deuxième fois. Donc f est 2 fois dérivable sur R étoile. Et quel que soit x appartenant à R étoile, on a f seconde de x. Donc là, pareil, il faut refaire des calculs. Alors, je me tâte, je vais peut-être pas tout vous écrire. Je vais vous écrire directement ce que j'obtiens à la fin. Donc 6x facteur de sinus 1 sur x, moins 4 cos 1 sur x, plus 1 sur x sinus 1 sur x. Voilà. Voilà. Et donc après, reste à voir si cette fonction a une limite quand x tend vers 0. Et si cette limite, justement, est finie. Donc on va voir ça. Alors, déjà, on a cette partie-là, pour les mêmes raisons que les autres fois, elle tend vers 0. Ok. Ensuite, alors ça, ça tend, on ne sait pas, hein, on sait juste que c'est borné.
Cosinus est borné. Bon, d'accord. Donc ça, c'est compris entre... Donc, comment je peux vous dire ça? Appartient à moins 4,4. Voilà, c'est borné. Puisque cosinus appartient à moins 1, donc on multiplie par 4, hein, donc ça appartient à moins 4,4. Très bien. Bon, et ensuite, j'ai ici une fonction qui est un peu plus intéressante pour notre conclusion, puisque on a le 1 sur x quand x tend vers 0 qui clairement explose. Alors j'ai mon sinus qui est borné mais qui n'a pas de limite, alors c'est pas facile à exploiter directement. Donc bon, cela dit, quelque chose qui tend vers l'infini multiplié par quelque chose qui est borné, bon. Mais enfin, on a de quoi le rédiger assez facilement, donc on va pas s'en priver. Puisque on a... alors, je vais juste pas dire de bêtises. Ah oui, mais 1 sur x. X n'est pas forcément positif. Ouais, ce que j'allais vous dire, on peut le rédiger facilement, mais... oui, alors en fait, il faudrait le faire dans deux cas. Parce que si x est positif, moi je vais le faire comme ça. Allez. Donc, si x est positif, lui serait positif. C'est strict, hein, puisque x là est non nul. Hein. Donc, tout ça, ce serait strictement positif. Ça aussi, puisque le sinus de quelque chose de positif, c'est positif. Bon. Donc, comme lui, en même temps, il est plus exactement, il est supérieur à moins 1, on pourrait dire donc... attendez, je veux juste ne pas... Je vous dis une bêtise en faisant ça. Parce que quand je vais faire tendre x vers 0+, de toute façon... Donc là, je vais avoir l'infini, mais fois moins 1, donc ça fera moins l'infini. Et ça nous avancera à rien de savoir que c'est plus grand que moins l'infini. Ok, donc ça nous aide pas. Bon, non, mais parce qu'en fait, je voudrais éviter de passer par les suites, etc. Alors, je vais pas vous refaire de toute façon la rédaction. Hein. En fait, voilà, il faudrait démontrer que cette expression-là, justement, a une limite infinie. Bon, en réalité, ça se démontre assez bien, hein, puisque il suffit donc... et ben, le problème, c'est toujours le signe de 1 sur x. C'est j'ai sinus 1 sur x, donc... ouais, après tout, je pourrais aussi dire, en même temps, je pourrais dire qu'au contraire, c'est inférieur. Euh, je vous cherche une rédaction simple. Parce que bon, enfin, après, sinon, on le fait grossier. Hein, 1 sur x, ça tend de toute façon vers plus infini ou vers moins l'infini. Et justement, on multiplie par quelque chose qui est borné, entre moins 4 et 4. Donc, de toute façon... mais en fait, ce qui serait important de voir, c'est justement si ça admet une limite ou pas. Euh, Parce que si on veut utiliser le théorème de la limite de la dérivée, là, il fallait quand même que la limite existe. C'est-à-dire que si elle est infinie, c'est une chose, il n'y a pas de souci. Si elle est infinie, on a une dérivée infinie, donc une fonction après qui n'est pas, enfin la dérivée donc n'est pas prolongeable parce que le taux d'accroissement dans ce cas va tendre vers l'infini. Mais quand on a une limite qui n'existe pas, c'était évidemment, enfin le théorème ne s'appliquait pas directement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc en fait, je me tâte parce que on pourrait aussi en fait le faire avec le taux d'accroissement. Hein. C'est pas là, je voulais en fait réappliquer le théorème de la limite de la dérivée à f' au niveau d'f seconde. Sauf que calculer la limite proprement là, de ça, c'est pas si évident. Parce que j'ai sinus donc entre moins 1 et 1, ici, voilà. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas directement multiplier par 1 sur x, puisque justement 1 sur x n'est pas forcément positif ou négatif. Là, on est sur R étoile. Donc admettons qu'on se place sur R plus étoile. C'est ce que je voulais faire là, mais en fait ça ne nous aide pas, puisqu'on va avoir donc moins 1 sur x inférieur ou égal à donc 1 sur x sinus 1 sur x, inférieur ou égal à 1 sur x. Bon, et comme je suis sur R plus étoile, x tend vers 0 plus. Et quand x tend vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Et ça tend vers plus infini. Donc en fait, on n'est pas avancé. c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Et il y a d'ailleurs fort à parier que si on prend des suites, alors on peut le faire, hein, à mon avis. Donc, j'ai essayé de le faire direct, mais je vais peut-être pas y gagner. J'ai sûrement perdu du temps. Parce que si je prends donc x qui est égal à 1 sur, par exemple,
2nπ. Allez, prenons ça. Ça tend bien vers 0. Donc, je suis dans le cadre de ma limite en 0. Dans ce cas-là, donc je prends xn. 1 sur xn sinus 1 sur xn. Ça ferait donc 2nπ fois sinus de 2nπ. Autrement dit, donc ça vaut 0. Donc, ça ferait 0. Et donc, sa limite, ce serait 0. Puisque ce serait carrément égal à 0. Maintenant, si je prends yn qui est donc 1 sur 2nπ plus pi sur 2, je vais avoir donc 1 sur yn fois sinus de 1 sur yn qui est égal à donc 1 sur ça, donc 1 sur 2. Donc 2nπ plus pi sur 2, facteur de sinus 2nπ plus pi sur 2. Ça, c'est égal à 1. Et donc, je vais avoir, quand n tend vers l'infini, puisque c'était le but, hein, une limite plus infinie. Voilà. Donc j'ai deux suites qui me donnent des limites différentes. Voilà. Ce qui veut dire que je n'ai pas de limite finalement pour cette expression. Et donc on ne peut pas appliquer là directement le théorème de la limite de la dérivée pour lequel il nous faut quand même une limite, justement, pour la dérivée. Donc bon, bah, c'est pas très grave. On va prendre le taux d'accroissement. Donc, alors, ce qui est étrange, oui, non, c'est ça. Non, c'est ça. Ok, donc je prends le taux d'accroissement en 0. Donc on savait qu'f' de 0 c'était 0, donc ça va pas être très compliqué. Seulement c'est f' qui est pas très belle, je voulais l'éviter, mais en fait on devrait s'en sortir. Donc ça revient à prendre f' de x sur x. Et f' de x c'était donc 3x carré. Alors je divise tout par x, donc ça va faire 3x sinus 1 sur x moins cos 1 sur x. Voilà. Et justement, donc là pour le coup, c'est vraiment le taux d'accroissement. Donc là, si j'ai quelque chose qui n'a pas de limite, je peux conclure. Hein. Je pourrais conclure que f' n'est pas dérivable en 0. Voilà. Donc justement, là, j'ai ça qui tend vers 0. Et là, j'ai donc une fonction qui est bornée entre moins 1 et 1. Et qui, justement, là, je pourrais reprendre mes deux suites. Quand x tend vers 0, si je prends 1 sur 2nπ, ça ferait donc cos de 2nπ, donc ça ferait 1. Et si je prends 1 sur 2nπ plus pi sur 2, par exemple, ça ferait 0, puisque ça me ferait donc la même chose que le cosinus de pi sur 2. Et donc clairement, j'ai une expression ici qui n'a pas de limite non plus. Sauf que là, je ne cherche pas à appliquer le théorème de la limite de la dérivée, j'ai pris purement le taux d'accroissement. Donc quand le taux d'accroissement n'a pas de limite, la dérivée n'existe pas, n'est pas définissable. Voilà. Donc en gros, on peut déduire de tout ça que f' n'est pas dérivable en 0. Voilà. Et donc que f n'est pas deux fois dérivable en 0. Et donc f n'est pas de classe C2 sur R, seulement sur R étoile. Autrement dit, pour répondre à la question qui était posée dans l'exemple, le cas maximal qu'on puisse prendre pour affirmer que f est de classe f prolongée, celle qu'on avait la prolongée au départ, est de classe CK égale 1. Donc au maximum, k égale 1. Donc bon, pour comprendre qui est k, il faut se référer à l'énoncé de l'exercice, hein, je vous le remets. Voilà, déterminer la valeur maximale de l'entier k tel que f se prolonge en une fonction de classe ck sur R et pas R étoile, bien sûr. Voilà, donc là, en fait, on s'aperçoit qu'on peut arriver à montrer qu'elle est C1 sur R en prolongeant, mais pas qu'elle est C2. Donc k égale 1 maximum. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que c'était intéressant pour vous.
clair, la fin est pas si simple, hein, parce que là j'ai invoqué pas mal de choses différentes. En plus, bah, c'était intéressant finalement parce que je suis partie sur l'idée d'appliquer le théorème de la limite de la dérivée pour montrer que c'était pas possible dans le cas donc où la limite serait infinie. En fait, bon, on se rend compte que bah, même montrer qu'une limite est infinie, c'est pas toujours si simple. Surtout quand elle n'a pas de limite, cette fonction. Et donc, bah, c'est intéressant puisque c'est un raisonnement qu'on peut avoir innocemment sans prendre plus de recul. Et donc, justement, bon, bah ok, ça fonctionne pas. Dans ce cas-là, en rétrograde, c'est-à-dire que on ne peut même pas utiliser le théorème de la limite de la dérivée qui, on le sait, démontre plus de choses que nécessaire, hein, souvent. Donc on est revenu à la base déjà, avant de vouloir montrer que, parce que là c'est ça que j'essayais de faire, hein, en utilisant le théorème de la limite de la dérivée, je voulais montrer que f', est-ce que f' pouvait être elle-même de classe C1 et donc f de classe C2. Mais avant de démontrer ça, déjà montrer que f', est-ce qu'elle est dérivable, voilà. Et on s'aperçoit qu'elle n'est même pas dérivable, donc elle risque pas d'être de classe C1. F', voilà. Bon, à part ça, j'espère que donc ça c'était un peu plus technique, mais le reste j'espère que c'était quand même suffisamment clair. Et encore une fois, je reste à votre disposition si il y a des questions, que ce soit en classe ou par mail. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt sûrement.